Aujourd'hui, je parle aussi de Kant et de sa philosophie, et je fais la comparaison entre cette philosophie et celle de Platon, notamment dans le mythe de la caverne, et le philosophe qui a suivi ces deux derniers, c'est Engels. Donc Friedrich Engels a mis le point sur le vrai moyen pour acquérir à la vérité. Il y a longtemps, les philosophes mélangeaient sensation et vérité, chose en soi. Certains disent que par la sensation, on ne peut rien savoir. Il n'y a jamais de sensation. Toutes les choses sont en nous. Donc, ils ont un peu mélangé les choses. Bien que Kant eussent essayé de organiser un peu ces informations qui nous ont données par la sensation et les concepts de temps et d'espace, mais il est resté à un stade donné que sa philosophie ne nous a pas mené nulle part. Je commence par exemple par Platon et sa caverne. Donc dans la caverne, il y a des hommes attachés, la vérité, la réalité est derrière eux. À leurs yeux, ils ne voient que les ombres, car il y a du feu, donc ils ne voient que les ombres. Les ombres symbolisent les sensations, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce qui nous est donné par les sens. Et ces hommes ne pouvaient voir la réalité et la vérité réelle, la vérité en face, qu'en sortant de la caverne vers la lumière. Ce qui est curieux chez Platon, dans ce mythe, c'est que Platon n'a pas précisé que la vérité existe dans un autre monde. C'est vrai qu'il a dit que la vérité, ces hommes ne voient la vérité que s'ils sortent de la caverne vers la lumière, mais rien que sortir, ça c'est une démarche, ce n'est pas un autre monde qu'on doit y accéder. Platon dit que il y a un monde idée et un monde sensible. On ne peut acquérir la vérité dans le monde des idées que lorsque nous traversons l'autre monde, c'est-à-dire notre monde n'est que le reflet des idées qui sont avant nous, et qui sont l'origine des vérités. C'est comme dans la Bible, au début c'était l'esprit, au début c'était la pensée. Mais ici, dans le mythe de la caverne, il y a quand même une allusion à la sensation. Cette sensation est reprise par Aristote. Aristote dit que on peut arriver aux idées, c'est-à-dire non aux idées de Platon, c'est-à-dire aux idées, à l'abstraction, à l'idée commune, à l'essence, à l'entité des choses, mais
en partant de la sensation. C'est-à-dire, ce n'est que par la sensation qu'on peut avoir une idée abstraite. Et on peut l'avoir par l'esprit, par le travail de l'esprit. Et sans ces sensations, on ne peut acquérir à l'essence des choses. Platon, c'est comme le christianisme, il y a deux mondes. Le christianisme dit qu'on ne peut acquérir la vérité à l'idéal que par la perfection. Platon, ici, est douteux. Donc, il n'a pas cette démarche. Il dit que il y a deux mondes qui se séparent, qui ne se rencontrent, mais si on ne voit que les apparences. C'est pourquoi, j'ai dit dans le mythe de la caverne, il n'y a pas cette démarche vers l'idéal, mais il y a une allusion à quelque chose de sensible qui est mis en relief. Kant, il dit que il y a une sensation, choses en soi. Ces choses en soi ne sont pas le monde des idées, mais comme il dit que ces choses en soi, on ne peut pas les connaître véritablement. Pourquoi? On verra à la suite de l'explication. Donc, Kant, au fait et enfin, il ne veut pas de l'expérience, c'est l'abstraction de la pensée de Kant. Il ne veut pas de l'expérience, car l'expérience, il dit, l'expérience ne nous donne pas la loi logique des essences des choses, la loi de ce qui s'est passé vraiment, de la cause de ce qui s'est passé vraiment. Il ne veut pas de la sensation, car elle est partielle. Il ne veut pas de l'esprit. L'esprit est prison de l'espace et le temps. On ne peut pas percevoir rien. On ne peut rien percevoir que dans les concepts de l'espace et le temps. Et il ne veut pas de l'esprit pur, car l'esprit pur n'est pas pur. L'entendement ne fait qu'organiser nos sensations et nos idées suivant des concepts comme la négation et la positivité, par exemple, comme l'étendue, comme par exemple la possibilité et l'impossibilité. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que veut Kant vraiment? Il ne veut pas de l'expérience, il ne veut pas des sensations, ni de l'esprit, il veut de l'esprit pur. Et l'esprit pur n'existe pas. Et aussi, l'esprit pur, si il existe, il ne peut nous donner aucune vérité. Car si on imagine un esprit pur, et comment il doit connaître les choses s'il ne les touche pas, s'il ne les voit pas, s'il ne les pense pas vraiment. Donc, ça, c'est une autre difficulté. Mais à la fin, Kant dit que, en fait, notre connaissance n'est pas un rien. D'accord, elle n'est pas complète, mais elle n'est pas un rien. Elle est quelque chose. On peut savoir quelque chose par la sensation, par l'esprit, mais on ne voit que les phénomènes, non pas l'essence
des choses. Et l'essence des choses, ici, n'est pas séparée des choses. Elle est la chose en elle-même. Mais la chose en elle-même, on ne le connaît pas, on connaît ce que reflète cette chose en nous. Encore une fois, ce n'est pas Platon ici, même si l'explication est similaire, parce que Platon considère deux mondes séparés, alors que Kant parle d'une seule chose. Kant est contradictoire. Dans cette explication, je vais beaucoup citer des citations de Kant pour amorcer un peu son esprit, ce qu'il veut dire, et savoir en étape ce qu'a suggéré pour critiquer la connaissance. Donc, pour Kant, il y a des choses qui nous sont données, qui nous sont données en tant qu'objet de nos sens et situées hors de nous, mais de ce qu'elles peuvent être en soi, nous ne connaissons que leur phénomène. C'est le point de départ de Kant et la fin. C'est l'hypothèse et sa conclusion. Il dit, le phénomène, c'est l'effet produit par un objet sur la capacité de représentation, dans la mesure où nous sommes affectés par lui. C'est une sensation. Donc, on n'a pas la connaissance profonde des choses, on a ce que ces choses reflètent en nous, et c'est les phénomènes. Et on les acquiert par la sensation. Toute notre intuition n'est rien que la représentation du phénomène. Donc ce que nous savons par intuition, par notre intelligence, est ce que ces choses reflètent en nous, c'est-à-dire les phénomènes. Donc on ne connaît que les phénomènes. Si nous considérons des objets, des sens, comme de simples phénomènes, nous admettons qu'ils ont pour fondement une chose en soi. Et donc, par l'existence des phénomènes, il pose l'existence de choses en soi. C'est comme la logique religieuse. Comme nous ne connaissons que l'apparence, donc Dieu existe. Comme nous ne connaissons que le mal, donc le bien existe. Ça, ce n'est pas une logique, mais Kant, il a prouvé qu'on ne connaît que des phénomènes par une démarche, donc que je vais continuer à citer. Donc il dit, ça sera une absurdité de vouloir considérer notre expérience comme unique mode de connaissance des choses. Par suite, notre intuition dans l'espace et le temps pour la seule intuition possible, et par conséquent de vouloir tenir les principes de la possibilité de l'expérience pour des conditions universelles des choses. Toute la démarche de Kant est ici. Donc on ne peut se soutenir sur la sensation, sur l'expérience. Il dit, c'est une absurdité de considérer notre expérience comme unique mode de connaissance. Et puis, il va vers l'intuition, ni même l'intuition dans l'espace et le temps. Pourquoi? Parce que notre intuition est donnée dans l'espace et le temps. On ne peut imaginer une maison. Donc, si on veut savoir la chose en soi, si on veut savoir la maison en majuscule, on ne peut imaginer qu'une maison en particulier, une maison, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Ni même la possibilité de l'expérience et des sensations, de l'intuition, leurs résultats ne peuvent nous donner des
connaissances universelles, ne peuvent être considérées comme des conditions d'une connaissance universelle. Il dit, derrière les phénomènes, il doit y avoir des choses en soi. Donc, parce qu'on ne connaît que le phénomène, donc il doit y avoir des choses en soi qu'on ne peut pas exiger que les lois de leur opération soient identiques à celles auxquelles sont soumises les manifestations phénoménales. Donc, logiquement, si on ne connaît que une partie de la chose, ça va de soi que on ne connaît pas toute la chose. C'est-à-dire, il doit y avoir une chose complète, une chose en elle-même. C'est la logique de Kant. Et Kant dit, les résultats de la connaissance tels qu'on étudie une chose selon notre connaissance partielle et incomplète ne peuvent être identiques aux manifestations réelles des choses en soi. Donc les manifestations de la vérité, ce sont des manifestations phénoménales, spatio-temporelles. Donc les vérités, toutes les vérités qu'on connaît, ce sont des vérités spatio-temporelles. Mais on dit à Kant, qui te dit que la vérité dans ce monde n'est pas autre que spatio-temporelle. Il n'y a pas de chose en elle-même. Tu ne peux pas trouver la maison, la connaissance, l'amour majuscule. Il y a un amour, des amours, et un amour dans cet espace donné, un amour dans ce temps-là. Et l'idée qu'on y parvient, c'est l'idée que Aristote, dont Aristote a parlé, c'est-à-dire c'est l'abstraction des idées consécutives, partielles, impartielles, c'est-à-dire par des actes humains, on peut imaginer une abstraction qui s'appelle l'humanité. Mais l'humanité en elle-même n'existe pas. Aristote était plus intelligent que Kant. Donc, espace et temps, on va parler de l'espace et du temps. Nous ne pouvons appréhender le monde qu'à travers des éléments a priori, c'est-à-dire a priori indépendamment de l'expérience. L'espace et le temps sont antérieurs à l'expérience. Ce sont des structures intuitives issues du sujet et permettant d'ordonner les objets hors de nous et en nous. Hors de nous, dans les lieux, dans l'espace, en nous, dans le temps. Donc, on ne peut pas considérer les choses, imaginer les choses, comprendre les choses, appréhender les choses qu'à travers des éléments qui sont a priori de l'expérience. En principe, ça doit être une bonne chose, parce qu'il dit l'expérience nous affecte. Donc, il nous faut quelque chose qui est a priori de l'expérience. Mais l'a priori de l'expérience, c'est quand c'est l'espace et le temps, ça aussi c'est un obstacle à la vérité. À la vérité qui est toujours chez Kant la chose en elle-même, c'est-à-dire en majuscule, en elle-même, c'est-à-dire comme l'idée de Platon. Donc, c'est ce qui concerne espace et temps. Maintenant, l'entendement. Il dit de l'entendement ce qui suit. À un deuxième niveau d'organisation, l'entendement relie les sensations venues de l'expérience grâce à des catégories
ou concepts purs comme réalité et négation, substance et accident, possibilité et impossibilité. Donc il y a une critique sur la manière dont on connaît et non sur l'objet lui-même. Donc lorsque Kant critique notre esprit, notre moyen de connaître, il trouve plusieurs défauts. Mais il dit que l'entendement organise nos sensations et tout ce que nous percevons dans l'espace et le temps. Il dit aussi, les conséquences, c'est qu'il en résulte l'existence des choses en soi que nous pouvons connaître. Donc, le résultat de tout ça, que l'entendement ne peut que relier les informations et les organiser, le fait que il y a des phénomènes, donc les conséquences, c'est qu'il résulte l'existence des choses en soi que nous ne pouvons pas connaître. Non pas qu'il y a des choses en soi, autres que les phénomènes, mais aussi on ne peut pas les connaître. C'est un double problème chez Kant. Si le seul point de vue possible est transcendantal, s'il porte sur les conditions a priori du savoir, il en résulte que les choses telles qu'elles sont en soi, c'est-à-dire indépendamment de la connaissance que nous pouvons avoir, ne peuvent être appréhendées. Donc, c'est la conclusion. Parce que c'est transcendantal, parce que il y a des conditions a priori du savoir, parce qu'il y a, en partant des conditions a priori du savoir, on ne peut pas connaître que les phénomènes, et à partir qu'il y a des phénomènes, donc il y a des choses en soi, donc tout ça, c'est indépendant de toute notre connaissance, donc on ne peut pas les connaître vraiment. Il dit, les choses sont spatio-temporalisées, ce qui nous permet de n'avoir une expérience, mais ce faisant, ce qu'elles sont en soi nous n'est jamais accessible. Si on supprime par la pensée notre subjectivité, la constitution subjective des sens, toutes les propriétés et rapports des objets dans l'espace et le temps disparaissent et ne peuvent, comme phénomène, exister en soi, mais seulement en nous. Ça, c'est très dangereux et c'est très important. Ça réfute toute la théorie de Kant. Sitôt, il a compris ça. C'est pourquoi il écrit ce paragraphe comme une régression un peu. Ainsi, il se sauve. Comment? Je répète ce paragraphe, si on supprime par la pensée notre subjectivité, la constitution subjective des sens, toutes les propriétés et rapports des objets dans l'espace et le temps disparaissent et ne peuvent comme phénomène exister en soi, mais seulement en nous. Donc, Kant dit, par la sensation, on ne peut pas connaître. Nous répliquons à Kant. Donc, s'il n'y a pas de sensation, on ne peut rien savoir. Donc, il a compris que sans les sensations, il ne peut pas aller plus loin. Donc, il s'est organisé un peu dans ce paragraphe. Non, au contraire, s'il était subjectif, si la pensée, si on supprime notre pensée subjective, car nos sensations sont subjectives, si on les ôte, donc on n'a rien. C'est pourquoi on dit à Kant, si tu veux un esprit vraiment antérieur à toute expérience, antérieur à toute sensation, ce n'est plus un esprit. Donc, si on note notre subjectivité, toutes les
toutes les vérités seront en nous et ne seront pas dans les choses en elles-mêmes. On ne peut connaître car nous ne connaissons que notre mode d'intuition, notre sensibilité. De nouveau, il reprend, il se retourne vers la sensibilité. Il dit que par la sensibilité, on ne peut connaître rien. Mais ça ne veut pas dire que nous ne connaissons que des illusions. Ici, Kant fait une nuance entre illusion et chose en soi. Ok, nous connaissons des phénomènes, mais les phénomènes ne sont pas des illusions. Ces phénomènes existent, mais en tant que nous connaissons, ils existent partiellement. Vient Engels. Engels, par une phrase, il fait retourner l'esprit vers la nature. Kant, qu'est-ce qu'il a fait? La chose en soi, on ne connaît pas, on ne peut pas connaître la nature, donc on doit se concentrer sur notre esprit pour connaître la nature, et s'il peut connaître la nature. Quand Engels, de nouveau, il se retourne vers la nature. Contrairement à Kant, non, la nature est là. On peut la connaître si nous ne concentrons pas sur notre esprit, parce que ainsi nous perdons notre temps. Il faut se concentrer sur la nature elle-même. Et pour connaître la nature, il faut tout d'abord la voir, la comprendre, mais la voir en un sens idéal, c'est-à-dire voir ses propres lois et y arriver. Et par notre esprit, on peut arriver à comprendre les lois de la nature, et Engels les a connues. Quelles sont les lois de la nature? Par exemple, les lois de la nature sont pas d'inertie, le mouvement éternel, le changement éternel, l'unité des contradictions. C'est ça, la vérité de la nature. Et c'est ça, et pour cela que Engels a réfuté les choses en soi. Les choses en soi sont des choses inertes. Il n'y a pas de choses inertes dans la nature. Les choses inertes n'existent pas que dans l'esprit de Platon et dans l'esprit de Kant. Parce que la nature est toujours en mouvement, et c'est pourquoi Kant s'est tombé dans une grande faute qui l'a conduit vers l'existence de choses en soi, parce qu'il a considéré qu'il y a des choses qui vivent toujours et qui sont toujours là et qu'on ne les connaît pas. Ces choses-là, elles peuvent être autre chose après une seule seconde. Donc, il n'y a pas de choses en elles-mêmes.